Alors, bonjour à tous les intéressés par cet espace de conférence et de dialogue et de discussion qui a été créé il y a un an environ et en parallèle avec la publication de la revue que nous publions depuis une douzaine d'années qui s'intitule Al-Mukhatabat. Donc, en parallèle avec la publication de cette revue trimestrielle et trilingue, arabe, anglais, français, on voudrait qu'elle soit spécialisée, mais toujours sur la logique, spécialisée dans le domaine de la logique, de la philosophie, de la pensée scientifique, mais bien sûr toujours ouverte sur les sciences humaines en général et sur tous les problèmes qui peuvent être aujourd'hui traités par diverses approches et méthodologies, bien sûr. Alors, je tiens à remercier aujourd'hui, nous accueillons dans cet espace Claudia Melika, qui est professeur de philosophie à l'université Sapienza de Rome, qui est vraiment spécialiste de ce qu'on peut appeler l'idéalisme allemand ou la philosophie allemande, notamment du 18e et notamment de la première moitié du 19e. Donc, je voudrais tout d'abord la remercier d'avoir accepté notre invitation de venir parler dans ce cadre et de mettre un petit peu son expérience, son savoir, ses connaissances de l'idéalisme allemand à la disposition de nos jeunes chercheurs, doctorants, universitaires, qui sont éparpillés dans les départements de philo partout au Maghreb et aussi à tous les autres intéressés par le projet de la revue dans le monde entier, que ce soit l'Europe, l'Amérique latine et partout dans le monde, l'Asie, etc., les pays arabes notamment, puisque nous publions nos articles en arabe. Donc, je tiens tout d'abord à la remercier d'avoir accepté et on aura peut-être l'occasion de discuter avec elle, hein, de profiter de son savoir pour affiner un peu des détails, des points concernant un peu le système d'Hegel et surtout d'Aristote qui a dominé, je crois, la pensée philosophique et sur une question bien précise qui est, on peut dire, la cause finale ou le problème de la causalité ou de la finalité dans cette pensée de la causalité. Donc, on va voir très bien comment Claudia va réussir à associer un peu Hegel et Aristote et voir peut-être en Hegel, je ne sais pas, le continuateur ou celui qui va critiquer, qui va reprendre la question de la causalité finale autrement que dans les termes aristotéliciens. Mais en tout cas, ça sera très intéressant pour nous. On va profiter de cette occasion pour vraiment bien approfondir notre formation philosophique. Et je m'adresse aux étudiants, aux doctorants, et bien sûr développer notre esprit de discussion, de dialogue et de critique avec Claudia Melika aujourd'hui. Donc, je lui donne la parole pendant 45 minutes. Ensuite, Oui. on aura l'occasion de discuter avec elle du contenu, bien sûr, de sa conférence. À vous la parole, Claudia, et je ne cesse de vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné cette opportunité de vous écouter et de discuter avec vous. Ah, merci beaucoup, merci à vous et merci beaucoup vraiment et pour l'invitation. Je vais lire maintenant un petit abstrait, un petit résumé de l'exposition et puis je vais essayer de partager les textes. Qu'est-ce que c'est le contenu aujourd'hui de ma exposition? J'aimerais bien démontrer que Hegel, et pendant sa spéculation, il reprend différentes thèses d'Aristote et l'adaptant à sa propre philosophie. En particulier, le thème du finalisme emprunté à Aristote, mais réinterprété par Hegel, est l'objet aujourd'hui de ma investigation. Il faut au moins se référer à trois tests d'Hegel, la science de la logique, les leçons sur l'histoire de la philosophie et surtout, on va voir surtout cette partie-là, les leçons sur la philosophie de la religion. Hegel
expose les quatre causes de Aristote. Toutefois, il me semble qu'il privilège les thèmes de la cause formelle et de la cause finale. Dans un contexte théologique particulier, la théorie de cause d'Aristote, réinterprétée par Hegel, s'enrichit aussi d'une nouvelle cause, la cause motrice ou efficiente. Cette dernière paraît ainsi mélangée avec la cause formelle et la cause finale. Hegel établit son interprétation sous l'analyse de la finalité interne de l'organisme vivant. Pour cette raison, il étude dans les leçons sur la philosophie de la religion les raisonnements logiques de la preuve théologique de l'existence de Dieu, où il utilise nombre de notions d'Aristote comme celle de la vie. Hegel partage en effet avec Aristote la thèse générale selon laquelle les transformations de la nature sont soumises à une finalité et se produisent en vue de quelque chose. Hegel approuve un autre chez Aristote la thèse selon laquelle dans la nature, une chose devient ce qu'il a été en elle-même de le commencement. Les résultats théoriques auxquels Hegel parvient avec la preuve théologique de l'existence de Dieu est, à mon avis, une sorte de preuve ontologique cachée. Peut-être je vais essayer de partager mon texte. Je vais essayer. Peut-être c'est plus simple de le suivre. Parfait. Non, je ne suis pas, je ne suis pas capable. Il faut peut-être attendre quelques secondes. Non, et vous comprenez mon français? Oui, Oui? oui, très bien, c'est clair. Si vous voulez, vous avez le chat aussi. Vous pouvez partager rubrique chat en bas, des liens ou Ah, la chat, et ici, je peux partager les tests. oui, mais c'est simple, c'est-à-dire vous cliquez sur partager. Je pense que ça va juste quelques secondes. Il faut attendre peut-être juste quelques petites Alors, secondes. j'ai essayé encore condividi. Non, parce que j'avais quelque chose qui me... Oh, non, il faut sortir de ça. Euh, Oui, nous voyons votre ordinateur là. ça, ce n'est Et pas... vous pouvez maintenant, voilà. C'est un grand chaos. Non, 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 c'est juste quelques secondes. Je vais juste attendre quelques secondes. Et Euh, Ça, c'est... Ah oui. voilà, nous avons le texte, nous voyons le texte, Seulement les... c'est-à-dire le livre où a été publié votre article. Oui. Euh, Voilà. J'espère pas tous les chaos ou... Non, Euh, on voit très bien, oui. Eh bien, je vais lire pas tous les tests, mais une partie de cette test. Euh, D'accord. En 1090, Bachmann, dans une recension de la phénoménologie de l'esprit, rappelle à quel point a été approprié de qualifier Hegel d'Aristote allemand de la philosophie moderne. En effet, la présence d'Aristote ébahit dans la pensée d'Hegel qu'il est impossible ici de la reconstruire dans sa totalité. Hegel lui-même
lors de son enseignement à Berlin, lorsqu'il aura, dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, à affronter la pensée d'Aristote en son entier, dira, et je cite, « craindre de ne pouvoir éviter la prolixité ». À son avis, il convenait de tenir Aristote pour l'un des génies scientifiques le plus riche, le plus profond qui ayant jamais existé. Un homme dont aucune époque ne peut rien offrir de comparable. Durant l'ensemble de sa spéculation, Hegel va en effet reprendre différentes thèses d'Aristote en réadaptant à sa philosophie. En particulier, le thème du finalisme, emprunté à Aristote, mais réinterprété par Hegel. Celui-ci est utilisé pour exprimer différentes argumentations. Songeons, pour simplement citer l'un des passages, à la façon dont Hegel clôt l'encyclopédie. Il cite un passage tiré de la métaphysique d'Aristote sur la pensée divine qui se pense elle-même et est donc but final absolu. Il ajoute un autre que cette activité de la pensée est vie et que celui-ci coïncide avec Dieu. Il convient dès lors de se demander pourquoi l'activité de la pensée est-elle le but et pourquoi coïncide-t-elle avec la vie. Une phrase sur la capacité de la pensée d'être médiation avec soi-même, à vrai dire emblématique, qui ne peut être comprise qu'en se référant à trois textes d'Hegel, la science de la logique, des leçons sur l'histoire de la philosophie et surtout les leçons sur la philosophie de la religion. Si on analyse la description qui fait Hegel de certaines parties de la métaphysique d'Aristote dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, on voit apparaître la façon dont il expose les quatre causes d'Aristote, en donnant la priorité à la cause formelle, autrement dit, à ce par quoi une chose est justement celle qu'elle est, c'est-à-dire l'essence ou la forme. Il faut en chercher les motifs dans l'effet qu'Hegel privilège les thèmes de la cause formelle et aussi, comme on verra, de la cause finale. Hegel attribue une grande importance à la forme parce qu'elle renvoie, comme chez Aristote, à différentes caractéristiques d'une chose. Il ne s'agit pas de l'aspect extérieur d'une chose, mais de sa structure rationnelle. En outre, la forme constitue justement le principe d'organisation d'une chose. C'est pourquoi, ensemble, elles composent l'essence de cette chose. Lorsqu'il aura affronté les termes des organismes vivants, Hegel montrera, en reprenant de façon tout à fait particulière Aristote, comment la forme coïncide avec la fin. Hegel pense en effet que c'est la fin qui est la véritable forme déployée. Pour la même raison, il faut que les vivantes réalisent cette forme pour attendre vraiment ce qu'il est en lui-même, ce que veut dire son essence ou sa cause formelle. Il y a en effet
en effet en tête certains passages de la physique où Aristote définit la forme ainsi que l'ont remarqué certains interprètes comme les bouts d'un procès. Les C est en vue de quoi? Et non simplement comme point d'arrivée d'un événement, c'est-à-dire les termes. Hegel pourra dès lors saisir l'articulation complexe de la pensée d'Aristote sur ces questions et en différentes occasions, il mêlera les deux plans. Dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, lorsqu'il transpose les thèses d'Aristote, Hegel l'utilise pour exprimer certaines de ses argumentations philosophiques. L'accent est mis en effet sur des concepts liés à la définition de l'intelléquie de la substance comme ce qui est en soi-même fin et qui est la réalisation de la fin, c'est-à-dire causa sui. L'activité, non le simple changement, qui s'autodétermine parce qu'elle pose une fin universelle qui se réalise en elle-même, Hegel partage en effet avec Aristote la thèse générale selon laquelle toutes les transformations de la nature sont soumises à une sorte de fin ordinatrice et se produisent en but de quelque chose. Hegel approuve notre chez Aristote la thèse selon laquelle dans la nature, une chose devient ce qu'il était et en elle-même de les commencements. Une fois posée une activité en vue d'un bout, dit Hegel en reprenant Aristote, ce qui était au commencement en tant qu'idée, c'est-à-dire la cause, se réalise, ce que Hegel appelle l'effet accompli. Ce que Hegel appelle effectivité, dans le monde, c'est Wirklichkeit, et ce n'est pas simplement réalité, mais c'est quelque chose qui s'y réalise vraiment. Il s'agit pour Hegel d'une réalité effective qui n'est pas simplement existence extérieure, mais qui est liée à l'essence intérieure d'une chose. De plus, dans son dispositif de caractère finaliste, l'effet est pour Hegel la manifestation de la cause ou encore une sorte de extériorisation de soi. En ce sens, la nature est vie parce qu'elle est bout en soi et unité avec soi. L'essence d'une chose, c'est-à-dire la cause formelle, est le ce en bout de quoi la cause finale, pour Hegel comme pour Aristote, ont en ces cas la même fonction. Toutefois, d'un côté, Hegel croit avec Aristote que la nature s'organise d'elle-même, c'est-à-dire le concept du finalisme, et il met aussi une prééminence de la causalité formelle. C'est la raison pour laquelle Hegel accorde beaucoup de place dans la philosophie de la nature, dans la science de la logique, même dans les leçons sur la philosophie de la religion, aux organismes vivants et à la finalité interne qui le constitue. Hegel attache donc une grande importance au procès causal en lequel la cause est autrement liée à l'effet, parce qu'il se trouve dans une connexion telle que l'un d'eux n'existe que dans la mesure où l'autre existe.
Par conséquent, la façon dont la nature opère pour accomplir son but interne ou la vie représente au sein d'un processus causal l'effet accompli, c'est-à-dire le point d'arrivée. Je vais couper en partie et la partie, c'est au milieu de la page. Et par preuve théologique de l'existence de Dieu, on a généralement entendu cette démonstration logique du raisonnement qui soutient que si l'on peut trouver un ordre au sein du cosmos, alors il faut supposer l'existence d'une puissance suprême qui a rendu possible un tel ordre. Mais s'il est ainsi, les résultats positifs de la démonstration finaliste de l'existence de Dieu devraient conduire Hegel à admettre implicitement qu'il est nécessaire de recourir à un dessein de la nature préparé par Dieu. En outre, si cela est vrai, cela voudrait dire que la vie se montre provenir non d'un finalisme interne aux organismes, mais de Dieu. Toutefois, je me demande comment tout cela s'explique-t-il. Il s'agit de démontrer l'existence de Dieu, ce que Hegel s'attache à faire dans les leçons sur la philosophie de la religion. La terminologie utilisée par Hegel dans la démonstration téléologique de l'existence de Dieu est certainement aristotélicienne. Les résultats théoriques auxquels Hegel parvient avec la preuve téléologique de l'existence de Dieu est aussi, à mon avis, une sorte de preuve ontologique cachée. Hegel va renforcer les liens étroits entre les deux preuves en soutenant que dans la preuve ontologique, ce dont on part est en fait le concept de Dieu, la cause. Et ce qui s'accomplit d'un point de vue logique est la réalité, c'est-à-dire l'effet accompli. En analysant les rapports entre les deux preuves de l'existence de Dieu, Hegel introduit un autre, non seulement la cause finale, mais aussi la cause formelle. En effet, pour le dire en usant en terminologie d'Aristote, l'effet réalisé est la forme en tant que bout d'un procès qui, en dernière analyse, a son accomplissement le plus haut dans la vie. Hegel développe la preuve théologique et la preuve ontologique dans la première partie de la leçon sur la philosophie de la religion, en alléguant que c'est le concept des vies qui met en rapport entre elles les deux preuves. Les motifs semblent tenir au fait que la vie, d'après ce qu'expose la science de la logique, comme idée immédiate, est le concept en tant que son objectivité lui est devenu ce que Hegel appelle adéquate. La vie logique est en particulier pour Hegel le concept qui s'y réalise en un premier moment en un corps vivant et dans une individualité. Aussi, l'interprète peut-il mettre en relation ces points avec les preuves ontologiques dans la mesure où cette dernière a elle aussi pour but de partir du concept de Dieu pour parvenir au concept réalisé. Tel est en effet le résultat typique du savoir média. L'intention générale d'Hegel dans cette partie de leçons sur la philosophie de la religion, c'est de démontrer que les savoirs que l'homme a de Dieu et surtout celui que Dieu comme esprit a de lui-même
est un savoir médiat et non un savoir immédiat, comme par exemple le sentiment. En ce cas, les preuves de l'existence de Dieu, en particulier la preuve ontologique, sont la forme d'exemplification la plus adéquate pour réussir à comprendre les pensées concrètes en tant que savoir média. Puisqu'il est impossible de tenir compte de tous les passages dans les différentes œuvres dans lesquelles Hegel s'interroge de façon plus exhaustive sur les concepts de vie, venons au présent aux deux preuves de l'existence de Dieu annoncées dans la première partie de l'essence sur la philosophie de la religion. L'exposé s'ouvre par l'explication du contenu de la preuve téléologique dans laquelle Hegel précise qu'il entend par vivant. Il dit qu'il y a dans la nature des fonds et un arrangement qui tout à la fois est conforme à ces fonds et n'a pas été produit par elle, de sorte que cet arrangement surgit par soi de façon autonome et aussi fin en une autre détermination. Rappelant la définition de la finalité interne des organismes exposée par Kant dans les paragraphes 63 à 66 de la critique de la faculté de juger, Hegel fournit une définition analogue de l'organisme comme fin de la nature. En bout de la nature est le concept d'un objet et ces concepts contiennent aussi les principes de la réalité d'un tel objet. En outre, l'organisme, selon la définition kantienne, a une structure autonome parce qu'il contient en soi la possibilité de son être même, étant donné qu'il est cause et effet de soi-même. La finalité interne qui constitue ces organismes est donc fondée sur les principes de l'unité et de la conservation de l'organisme en tant que bout immanent de ses parties. On sait comment Hegel dévalorise la finalité extérieure et reprend au contraire favorablement la finalité interne de Kant. Lorsque Hegel récupère les concepts de finalité interne, en croyant de transposer les termes de la critique de la faculté de juger de Kant, Hegel en propose en réalité un nouvel examen de la physique d'Aristote. Il convient en revanche de remarquer la façon dont la reprise enthousiaste de Kant par Hegel à travers Aristote est surtout dirigée, à mon avis, vers le concept de la vie. Dans la première partie de la leçon sur la philosophie de la religion, Hegel soutient que, au égard à la philosophie kantienne, on observera que Kant, dans la critique de la faculté de juger, a réintroduit dans les pensées l'important concept de la finalité interne. C'est le concept de vitalité. Remarquons tout d'abord les rapprochements que fait Hegel entre la finalité interne de Kant et la vie. Contrairement à Kant, qui, dans les paragraphes 65 de la critique de faculté de juger, n'avait fait l'hypothèse que d'une analogie lointaine entre finalité interne et vie, Hegel croyait qu'il était possible
par le concept de vie, de comprendre la finalité interne qui gouverne un être organisé. C'est aussi, poursuit Hegel, le concept d'Aristote de la nature. Tout vivant est une fin qui a ses moyens en elle-même, ses membres, son organisation. La conformité interne au bout est vie et ces concepts correspondent pour Hegel au concept d'Aristote de la nature, du physis. Une autre, il faut le souligner, tout vivant imprime la forme au bout parce que, selon la thèse d'Aristote que Hegel partage, la forme est la cause efficiente et aussi finale de la substance. Et de cette façon, on peut dire aussi la raison ultime. Dans ces contextes téléologiques particuliers, la théorie de cause d'Aristote, réinterprétée par Hegel, s'enrichit d'une nouvelle cause, la cause motrice ou efficiente. Cette dernière semble ainsi fusionner avec la cause formelle et la cause finale. Dans la préface de la phénoménologie, Hegel cite Aristote. Il semble tendre par cause motrice ce qui met en mouvement un procès, à savoir ce qu'il nomme sujet. Il écrit en effet, et je cite, mais encore qu'Aristote détermine la nature comme faire conforme à un bout, le bout est ce qui est immédiat, un repos, ce qui est non mu en soi-même moteur. Ainsi c'est un sujet. La force qu'il a de mouvoir et l'être pour soi. C'est là à rattacher à tout ce que Hegel affirme un peu auparavant dans les leçons sur la philosophie de la religion, sur la finalité infinie où la fin et moyen ne sont pas extérieurs à soi. Les moyens produisent la fin et la fin les moyens. La détermination principale est la vitalité. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. C'est juste parce Ah que ben, ma la fille, fille. Nous sommes parce aussi. que oui, nous sommes là, mais juste parce que ma fille est venue, donc j'ai arrêté la cam. Tu peux me donner ma photo de compte? Non, maintenant je... Désolé, Claudia, Non, on vous écoute parce qu'il y a d'autres auditeurs qui vous écoutent, donc oui, je vous en bien, prie. parce que Je je suis ne savais pas désolé. si la connexion l'était, parce que je Non, non, n'avais non, vu. tout va bien, tout est impeccable. 5 sur 5. Ah oui, Merci. alors je réponds. On est en train de vous suivre avec beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité. Oui, c'est gentil. Alors, je réponds, oui, on a parlé de le fait que la finalité, c'est finalité infinie, où fin et moyens ne sont pas extérieurs à soi, les moyens produisent la fin et la fin les moyens. La détermination principale est la vitalité. Moyens et fin sont intérieurs à la structure de l'organisme vivant qui subsiste de façon autonome parce qu'il est en mesure de s'auto-reproduire sans avoir besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. La vie est réalisation de la finalité interne du vivant dans laquelle moyens et fins sont internes et ne sont pas distincts du vivant par lesquels ils sont produits. Si moyens et fins se rapportent l'un à l'autre et en un procès infini qui ne sort pas de soi, intervient également une finalité interne, on peut dire aussi une finalité infinie. Si les
s'il en est ainsi, si dans la vie agit ce type de finalité interne infinie, nous sommes en présence d'une sorte d'une circularité en laquelle le moyen et la fin du vivant, conçus comme premier et dernier, sont pensés selon la dialectique hegelienne qu'on peut dire qu'on appelle présupposé et posé. Ce qui est le C en bout de quoi, c'est-à-dire la fin, devient en conclusion le but réalisé ou la vie. Il est aussi l'aboutissement, le terme du vivant. L'activité théologique se présente, comme l'écrit Hegel dans la science de la logique, comme une activité en laquelle le terme est le commencement, la conséquence est le fondement. L'effet est la cause, en sorte qu'elle est un devenir du devenu que elle ne vient à l'existence, ce qui existe déjà. C'est les concepts hegeliens de commencement qui interviennent et qui président au présent à la constitution de la fin comme bout d'un procès, mais aussi comme point final d'arrivée. Cette lecture réflexive de la téléologie hegelienne partage la thèse qui soutient que, à travers le mouvement circulaire de la téléologie, le commencement, qu'on peut appeler aussi le bout, se réalise. Et finalement, en se réalisant lui-même, se démontre en tant que cause et fondament, il déjà existant vient à l'existence. En ce sens, comme l'affirme Hegel dans l'encyclopédie, la fin est autant première que dernière parce qu'elle ne produit comme effet qu'elle-même est à la fin ce qu'il était au commencement. On voit alors que d'un côté, le bout est cause et commencement d'un procès final, et que de l'autre, le bout est effet, puisque pour Hegel, cause et effet sont strictement liés, et le bout, une fois réalisé, il est aussi les termes en lesquels le procès se conclut. C'est également la raison pour laquelle le bout est premier en tant que, dans la terminologie hegelienne, dernière. Tout ce qui se conserve, qui revient comme identique à soi, apparaît sur un autre jour dans les pages de la leçon sur l'histoire de la philosophie, où Hegel traite une fois encore, mais dans une perspective différente, du concept de vie chez Aristote. Ici, ce qui demeure et ce qui se conserve, c'est que Hegel appelait le substrat permanent de la vie en dépit de changement. C'est un autre thème qui est ici en question, celui du changement et de la possibilité de découvrir dans la nature une sorte d'unité des plans ou de structures communes. En ce qui concerne le changement, on peut alors soutenir que Hegel semble relire Aristote en ayant à l'esprit trois de ces modalités. Ça, c'est très important. Ce qui change, c'est en quoi il change et c'est vers quoi il change. La contingence existe dans la nature et c'est ce qui cause son caractère impondérable. Pour mener la diversité du devenir à l'unité, Hegel propose à la suite d'Aristote de rechercher dans la nature une sorte de substrat qu'il nomme aussi universel. La vie, alors,
est cette sorte de forme ou ce que Hegel nomme aussi comme c'est, qui sert de garantie aux multiples changements. Et comme le disent les leçons sur la philosophie de la religion, il représente ce que Hegel appelle la finalité universelle. Pour toutes ces raisons, Hegel considère la conception de la finalité interne, vue à travers le concept d'Aristote de la vie, comme supérieure à la téléologie de son temps. L'opinion du philosophe allemand sur ces points demeure inchangée dans toutes les 3 éditions de l'encyclopédie. Dans les différentes versions du manuel, la conception d'Aristote est toujours comme considérée plus avancée que la téléologie moderne, qui ne tenait compte que de la finalité finie extérieure. Les tentatives hegeliennes de réévaluation de la finalité interne à travers le concept de vie semblent viser à soustraire la vie à un concept de téléologie restreinte, ce qui veut dire la poser comme antérieure à la distinction entre à la distinction entre la finalité interne et la finalité externe postulée par Kant. Ce qui importe à Hegel, à la suite d'Aristote, c'est la réalisation concrète du bout de la fin ou les procès de son objectivation à travers la relation à soi libre et universelle. Le vivant est en mesure d'imprimer la forme de la fin à ses besoins. Le concept selon la forme est justement universalité rationnelle. Hegel suppose implicitement que le concept d'Aristote de forme prévaut toujours sur la matière parce qu'il est la dernière et parce qu'il la détermine, l'organise. Aussi, la vérité de la fin, comme on a déjà vu, consiste dans la forme. Je vais couper beaucoup de parties parce qu'on ne va pas lire tous ces papiers. Et je vais à terminer avec la dernière partie. Et pour conclure cette présentation, voilà, c'est à la fin de la page. Pour cette présentation articulée, peut-être pouvons dire qu'une série de questions complexes demeure ouverte, surtout parce que les thèmes cités précisément dans les leçons sur la philosophie de la religion, Hegel en soulève d'autres qui rendent encore plus complexe le cadre général. Et j'aimerais bien souligner que Hegel, il croit que cette activité universalisante n'est autre que Dieu pensé comme esprit. C'est pour cette raison que Hegel s'évertue à démontrer la validité des preuves de l'existence de Dieu afin de mettre en évidence la possibilité pour l'homme, au moyen de raisonnement logique, de connaître un tel Dieu. Il s'agit non de démontrer Dieu comme personne transcendante et réellement existante, mais de démontrer un Dieu strictement lié à la sphère de pensée. Et puis, à la conclusion, Hegel admettra donc un Dieu comme activité vivante, qu'il est en quelque façon identique à la totalité concrète en devenir et en quelque façon législateur de la nature. Merci beaucoup de votre attention. Merci Claudia pour cette conférence très intéressante. Donc,
Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Eh ben, c'est la partie la plus intéressante maintenant qui commence, c'est la discussion, comme ça, directe, spontanée. Et voilà, la réaction des auditeurs. Je vais commencer déjà par une petite question. Alors, Oui, bien sûr, il y a eu des travaux qui voient en Hegel un peu comment, c'est-à-dire qu'ils mettent Hegel dans la filiation ou d'Aristote ou dans la tradition aristotélicienne. Il y a beaucoup de points communs, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire on a, quand on lit Hegel ou on enseigne Hegel, on a un peu l'impression qu'il coupe avec, justement, avec sa tradition aristotélicienne. Il revient à Héraclite, à un présocratique qui est un peu a développé des thèses aux antipodes du système aristotélicien, qui valorise la notion, comment dirais-je, de devenir, de mouvement, de dialectique justement, c'est-à-dire cette image du fleuve très connue d'Héraclite, c'est-à-dire nous sommes dans un écoulement éternel et que nous ne pouvons pas vraiment parler de, comme vous avez dit, vous avez bien développé chez Aristote, cette idée de substrat permanent, cette notion de substance, etc. Et là, on peut voir un petit peu aussi en Hegel quelque chose de très intéressant quand on est formé dans l'école analytique en philosophie, c'est-à-dire cette pensée, tout à fait, cette attitude tout à fait critique, cette posture tout à fait révolutionnaire par rapport à la notion de substance. On a oui, déjà, qu'on commence déjà à trouver chez les premiers philosophes analytiques, qui trouvent un peu son apogée avec Ramsay en Grande-Bretagne, cette mise en question de la distinction particulier, universelle par rapport aux existants, bien sûr. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire comment on arrive un petit peu à vous suivre. C'est très intéressant, vous donnez des arguments vraiment forts en faveur de cette filiation Aristote, Hegel-Aristote. Mais comment on va faire pour déconstruire ça, cette image d'un Aristote qui plutôt, ou d'un Hegel qui plutôt va valoriser Héraclite, l'écoulement, la dialectique, parfois contre les principes de base du système aristotélicien. oui, je comprends. Euh, dans cette façon, vous avez raison à nommer Héraclite, le devenir, le mouvement, etc., parce que c'est très présent dans la dialectique de Hegel. Et c'est très présente comme investigation et surtout, c'est très important de nommer dans la dialectique de Hegel, dans ce mouvement, dans ce devenir, le moment de la négativité, qui c'est le moment central de cette devenir. Mais si vous faites référence à Héraclite, je n'ai pas encore nommé quelle peut être la source de Hegel et de quelle partie il fait sa analyse et parce que cette partie, ces livres, c'est très important pour Aristote pour analyser les mouvements et les changements. C'est-à-dire, je parle de le livre de la physique, le livre 8, les chapitres 4, 5. Et quand on parle, je parlais toujours de cause, mais chez Aristote, ça, ce n'est pas le terme cause. Cause, c'est plutôt un terme de la modernité. Causalité, c'est un terme de la modernité. Plutôt, chez Aristote, c'est la recherche de principes premiers dans ces livres-là, les chapitres 4 et 5 de la physique, livre 8, c'est l'analyse d'Aristote commence à partir de la recherche de les principes premiers du mouvement. Et quand il va chercher ces principes premiers, alors Aristote va nommer les quatre différentes causes. Et c'est très important de nommer que, vous le savez peut-être tous, que la première, c'est la cause matérielle, qu'on ne peut pas
cité dans l'exposition, c'est-à-dire la matière de laquelle fait une chose. Mais la plus importante, ce que j'ai donné beaucoup d'importance, c'est la cause formelle, c'est-à-dire l'essence et aussi la fonction de cette chose. Et comme on a vu, si on parle d'un organisme vivant, sa essence et sa fonction, c'est la vie. Et alors ça, c'est très important. Et aussi, la troisième principe, cause, qu'Aristote va nommer en recherche de le principe premier de mouvement, c'est proprement en cause qu'on peut appeler cause de mouvement, mais c'est pas seulement du mouvement, que c'est un mouvement d'espace, c'est le changement dans ce sens. Il reprend le devenir d'Héraclite. Pourquoi une chose elle n'était pas comme ça, elle devient une autre chose. Ça, c'est le changement, ça, c'est le devenir. Et puis, la cause finale d'Aristote, c'est surtout de chercher un principe pour démontrer comment il y a ce changement et qu'une chose, il n'est pas, elle devient quelque chose, et vers quelle direction cet changement, maintenant, il se dirige. C'est-à-dire, comme je vous dis, changement, ce n'est pas un changement d'espace, mais c'est aussi, parce qu'on a parlé d'organismes vivants, de la génération, pourquoi un organisme vivant, d'un petit bébé, il peut devenir un être humain, etc. Et c'est-à-dire, Aristote se demande pourquoi il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est pour Héraclite, pour essayer de répondre à la première partie de votre question. La seconde, vous avez parlé de substance, de substrat, et on peut dire que Hegel me semble de valoriser beaucoup cette partie d'Aristote, surtout dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, parce que dans cette leçon sur l'histoire de la philosophie qui a donné à Berlin et où il y avait beaucoup de monde à l'écouter, il a dédié beaucoup de pages, il a dédié beaucoup de temps à investiguer quel est le substrat de changement. Parce que, évidemment, si tout va changer, il n'y avait jamais, qu'on peut dire, un principe ferme et on va à l'infini sans avoir un principe de commencement, etc. Je ne sais pas si j'avais expliqué bien parce Oui, que non, mais c'est très clair, hein, merci. en français italien. D'ailleurs, je vous remercie pour votre effort en langue française, bien sûr, qui est votre quatrième ou cinquième langue, hein, je crois. Non, c'est la troisième langue. Je parle Troisième. Donc, je la vous remercie d'ailleurs pour l'effort que vous avez fourni pour mathématique. formuler vos idées en français. C'est pas facile, bien sûr. C'est pas Non, donné pour. parce qu'il Alors, faut. je vais pas trop, oui, je vais pas trop garder la parole parce que je ne suis qu'un coordinateur de ces activités. S'il y a des questions parmi les auditeurs, bien sûr, c'est intéressant. Pas, je vois d'autres deux personnes, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Oui, malheureusement. Deux questions. Alors oui, Vous je vous en m'entendez? prie. Oui, très bien. Je découvre un petit peu, mais je connaissais pas très bien Hegel, donc je découvre. Ça m'intéresse de savoir qui s'est intéressé à faire une preuve de l'existence de Dieu, mais j'ai pas de questions particulières. Je suis pas assez Oui. connaisseur du sujet pour poser une question pertinente. Oui, Voilà. je peux dire quelque chose, Alors, parce que si on ne connaît pas Hegel,
on pense que la démonstration de l'épreuve de Dieu, c'est de démontrer un Dieu transcendant, créateur, un Dieu personne. Ce n'est pas ça. C'est très important dans la période d'Hegel de analyser cette preuve de l'existence de Dieu parce que avant Hegel, Kant l'a beaucoup critiqué et ce qui Hegel essayait de le faire, c'est de réévaluer les preuves de l'existence de Dieu, mais en démontrant que si on garde simplement à la forme extérieure de l'existence de Dieu, c'est-à-dire c'est un raisonnement logique qui se fonde sur la logique formale d'Aristote et surtout son partie de la logique formelle d'Aristote qui s'appelle syllogisme. Alors Hegel dit, mais regardez bien, si vous gardez simplement cet raisonnement dans sa forme extérieure, comme un syllogisme, oui, c'est bien qu'il y a termes, etc., pour ma dialectique, mais ça, ce n'est pas important. Si on va souligner seulement sa forme extérieure. Mais il faut démontrer que Dieu en tant qu'esprit, et esprit Hegel entendent pas l'esprit de la tradition chrétienne, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité, pas ça, mais l'esprit sont toute notre activité humaine qui laisse de traces dans l'histoire. Alors, Dieu est esprit, c'est-à-dire Dieu est dans notre pensée, de pensée universelle, pas la pensée singulière, et il se déploie dans l'histoire, dans la réalité, dans la nature. Pour cette raison, je crois que la façon d'expliquer la preuve téléologique qui plus de la fois n'a été pas évaluée par l'interprète de Hegel, parce que beaucoup d'interprètes gardent surtout la preuve ontologique qui a une histoire plus vaste, parce que la preuve ontologique, elle partit de Anselme de la période médiévale, puis a été reprise par Descartes, beaucoup d'autres. Mais c'est très important d'analyser que Hegel fait usage de terminologie d'Aristote pour analyser le finalisme et à l'intérieur de la preuve téléologique, dans un effort de réévaluation, d'évaluer d'un façon nouveau les preuves de l'existence de Dieu qui ont été dans la période d'Hegel très, très critiquées. Je ne sais pas si j'avais expliqué bien parce que j'avais fait beaucoup de fautes en français. Mais... Non, c'était clair pour moi. Je ne sais pas pour Monsieur Daman. Alors, par exemple, la position de Dieu, c'est-à-dire par rapport à la nature de Dieu dans le système d'Aristote et le système hegelien. Est-ce que Dieu est posé comme esprit? C'est-à-dire, comme vous dites, activité universalisante, activité universelle immanente. C'est pour ça, je me rappelle toujours d'un titre, il faut choisir entre Spinoza et Hegel. Spinoza ou Hegel. On peut faire un petit rapprochement, parce que est-ce que Dieu, pour Hegel, est immanent? C'est un esprit qui, une activité peut dire spirituel en relation à un esprit universalisant, immanent à ce devenir de vitalité des choses, etc., comme essentialisé, parce qu'il y a une structure formelle finale qui fait qu'on commence et on a une fin, c'est-à-dire on sait un peu d'avance l'aboutissement d'un processus de vitalité, de vie, etc. Alors justement, ma première question, est-ce que comment on peut comparer les deux positions de Dieu dans les deux systèmes? Parce qu'on sait très bien
qu'Aristote a fini par établir ou élaborer une sorte de théologie astrale, c'est-à-dire Dieu est conçu et posé comme premier moteur, on peut dire comme une chose, comme une chose. Bon, c'est une chose dans une chaîne de causes, etc. Ça va être développé, investi chez les philosophes arabes, surtout du Moyen-Âge, comme les frères de la Pureté au Xe siècle, qui vont expliquer comment le monde a émané de Dieu, c'est-à-dire sans mettre en question l'infini de Dieu ou le fait que Dieu n'a pas subi un changement dans sa structure, enfin son essence. Ils ont utilisé l'arithmétique dans le style de Pythagore pour développer un petit peu comment le monde est sorti de Dieu, comme le 2 est sorti du 1 ou le 3 est sorti du 1, etc. Bon, c'est un moyen un peu différent d'Aristote. Aristote, le modèle, c'était biologique, comme vous l'avez bien expliqué. Biologique, de vie, de vitalité. Oui. Et bien sûr, Hegel il reprend ce concept de Kant. En fait, c'est une relecture d'Aristote par le biais de Kant, pour insister sur ça. Et vous allez jusqu'à un point, vous utilisez des expressions un petit peu qui sont un peu difficiles à saisir, comme la réalisation du but de la fin, c'est-à-dire où le procès de son objectif. Le but de la fin, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, le but de la fin, c'est comme une sorte de dédoublement de cette logique de finalité dans votre lecture d'Aristote, alors que comment on peut rendre ça compatible avec son modèle, on peut dire, biologique, il va insister sur des choses comme l'entéléchie ou la quiddité, c'est-à-dire il parle d'une forme en tant que réalisée dans une matière. Il faut éviter le piège platonicien pour ne pas séparer la forme de sa matière, parce que sinon on va être tombé dans ce que refuse Aristote lui-même, c'est-à-dire le platonisme et le monde des idées en tant que ontologiquement transcendant par rapport aux choses, par rapport à la vie. Alors, c'était ma question. Comment on peut mettre ensemble sur la nature de Dieu, la conception de Hegel, esprit universalisant, immanent à la vie, et premier moteur, cause, on peut dire première, dans une théologie astrale. Et ma deuxième question, comment on peut, par exemple, mettre à jour cette conception hegelienne qui reprend Aristote aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, dans les recherches sur la vie, en biologie ou ailleurs, aujourd'hui, ce facteur téléologique, c'est-à-dire le séparer d'une référence religieuse, d'une référence théologique? Ou bien c'est difficile, c'est toujours difficile de scientifiser un peu ce côté téléologique dans la démarche scientifique à proprement parler aujourd'hui. Oui. Eh oui, beaucoup de questions, hein. Et alors, Arrête là, je vais... Non, je cherchais de répondre. Et juste un instant, je salue la présence de Hassan El-Bahi, qui est professeur de langage et de philosophie analytique à Kenitra, à l'université de Kenitra au Maroc. Donc, il nous a rejoints. Peut-être il y a un problème de décalage horaire. Vous savez, il y a un petit décalage qui fait que parfois, peut-être, les gens vont se connecter maintenant et non pas une heure auparavant. Oh, alors, votre question, et vous avez raison de dire, mais alors, comment mettre ensemble Aristote et Hegel sur le concept de Dieu? Et Aristote n'a jamais parlé d'un Dieu créateur, mais comme vous avez dit, le Dieu, c'est simplement ce qu'on peut dire le commencement du mouvement, c'est-à-dire un moteur. Mais Aristote, puisqu'il était grec, il croyait à une pluralité de divinités. Et quand il parle de Dieu en général, c'est-à-dire une divinité, pas le Dieu qu'on pense dans les religions monothéistes du christianisme, du judaïsme, de l'islam, mais c'est une divinité qui va organiser aussi le mouvement de le ciel, parce que toute la conception de la période là
c'est une conception où les ciels sont différents ciels qui ont été fixes et il y a différents mouvements, mais à partir de ce qu'Aristote appelle le moteur immobile, c'est-à-dire la question pour Aristote, c'était il faut chercher avant la cause qui va à créer un mouvement dans le ciel, c'est-à-dire les principes de mouvement de le ciel, et que fait tourner tout le ciel. Et c'est très connu qu'Aristote, il conçoit pas simplement le ciel comme une partie, mais il y a différentes sphères qui sont connectées entre eux. Et il y a aussi une pluralité de ciels et une pluralité des moteurs immobiles, c'est-à-dire c'est une vision qu'on peut appeler aujourd'hui polythéiste. Mais je n'ai pas analysé ça parce que si on prend la divinité d'Aristote et puis ce que Hegel conçoit comme Dieu, Dieu comme esprit, Dieu universel, dans les pensées universelles, on ne peut pas les comparer. J'ai pris seulement quelques thèses de la physique, de la biologie d'Aristote, et il me semblait que Hegel, il a utilisé dans sa démonstration de l'existence de Dieu, de le Dasein de Dieu, de l'être de Dieu dans le monde. Ce n'est pas l'existence vraiment, mais c'est le Dasein, le l'être dans le monde. Et puis, vous avez demandé une autre question, c'est comment Hegel, ces concepts de Dieu comme esprit, esprit universel, aussi vitalité de la nature, peut-être compris, et vous avez fait référence à Spinoza, mais ça c'est très, très complexe parce que Hegel, dans les périodes quand il exposait cette thèse, surtout dans les leçons sur l'histoire de la philosophie à Berlin, il a été accusé beaucoup de panthéisme parce que quand vous admettez que le Dieu c'est de la nature, c'est immanent à la nature, alors vous admettez un système qu'on appelle panthéiste. Et Hegel, elle a cherché de répondre dans son œuvre, elle a réécrit l'encyclopédie où il a discuté qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, être athéiste ou panthéiste, ou aussi ce qu'il appelait acosmiste, c'est au dehors du cosmos. Mais Hegel a cherché de démontrer que ça, ce n'est pas un panthéisme, parce qu'il s'agit de penser à une pensée universelle, et ça c'est l'idéalisme de Hegel, qui s'y réalise dans la nature, et il s'agit de démontrer la liaison entre, on peut dire, la pensée humaine et la pensée de Dieu. Puis, vous m'avez demandé une autre chose très, très précise, comment la réalisation du bout devient la réalisation de la fin. C'est ça, c'est un doublement de la finalité. Alors, Hegel, en reprenant Aristote, il croit que l'essence, la fin et surtout des organismes vivants, c'est la vie, c'est la conserver la vie. Mais alors, quand on dit qu'on va réaliser le bout, ça, n'est pas d'autre que la fin,
c'est-à-dire le principe et dans le même, dans la même façon aussi les termes de processus. Et oui, et peut-être un doublement de la finalité, mais c'est pour Hegel de maintenir à l'intérieur un commencement qui à la fin c'est un résultat, mais c'est un résultat qui tourne toujours en cercle dans soi-même. Je vais l'expliquer en des mots très, très simples. Il y a quelqu'un qui aimerait bien. On n'entend pas, vous n'avez pas réactivé le son. On n'entend pas ce que vous dites, parce que vous avez réactivé le son. Le micro, Hamdi, votre micro, Hamdi, serrez votre micro, Hamdi. Ah. Bon. Oui, je suis désolé parce que j'ai des enfants en bas, ils ont commencé à crier. J'ai désactivé le son. Oui. Alors, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous remercie encore une fois, Claudia, Melika, vraiment pour ces éclairages, surtout de vocabulaire terminologique. Je pense que c'est très important en philosophie, ces considérations de langage. Et bien sûr, parfois, les problèmes, c'est en vérité une question de jargon philosophique. Il faut bien à la fois maîtriser, bien affiner, bien nuancer, etc. C'est un langage qui s'est développé, bien sûr, à travers l'histoire. Et il faut toujours revenir sur les usages passés pour mieux comprendre les usages d'aujourd'hui, préparer les usages de demain. Je pense la philosophie, c'est une activité qui est très intéressante. Elle nous permet ce genre de rencontre aujourd'hui, comme ce matin, de discussion, de dialogue, d'échange, et par plusieurs langues, hein, dans plusieurs langues, dans plusieurs mondes, dans plusieurs cultures, dans plusieurs visions, un peu ce qu'on essaye de faire dans la revue depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire toujours préparer des conditions pour communiquer. Et je pense que la philosophie, même nous, en arabe, on dit falsafa. Falsafa, c'est un mot grec à la base, qui est devenu un mot arabe. Et bien sûr, il est toujours nourri de ces charges à la fois éthiques et de rationalité, d'échange, de communication, de dialogue, parce qu'on ne peut pas voir la philo autrement que dans cette formule dialogique à la prise depuis Socrate, depuis Platon, avec Aristote, etc. Et je me demande si vraiment la philosophie d'Aristote n'est pas enfin, la philosophie d'Hegel n'est pas, au même titre que celle d'Aristote, une reprise de Platon, quelque part. Une façon de sauver Platon, de réinterpréter Platon pour un peu sauver la philosophie, parce que ce qui est en jeu, c'est ça. Merci à vous, Claudia, Melika. Je suis très content, j'étais très content de vous inviter, d'organiser cette rencontre avec vous. Et puis, je mettrai cette vidéo à la disposition des intéressés partout dans le monde qui peut-être rentreront en contact par des commentaires avec vous pour un petit peu demander des éclaircissements, pour vous poser des questions. Donc, ça continue et ça continue. Et... Bonne journée à tout le monde. Claudia, merci. Grazie mille, comme vous dites en italien, et à très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.